En 2019, une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology a mesuré quelque chose d'étrange. Lorsqu'une personne nous insulte, notre rythme cardiaque montait en moyenne de 22 battements par minute. Notre cortisol, l'hormone du stress, grimpe de 30% en moins de 90 secondes. Et pourtant, des milliers de gens, chaque jour, reçoivent des insultes, des humiliations, des critiques destructrices, et n'en ressentent littéralement rien. Pas parce qu'ils sont insensibles, pas parce qu'ils ont tout réprimé, mais parce qu'ils ont compris quelque chose que les stoïciens savaient il y a 2000 ans et que la neuroscience confirme aujourd'hui. Quelque chose que vous pouvez apprendre. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Commençons par une question inconfortable. Pourquoi une remarque d'un inconnu sur Internet peut-elle gâcher toute votre journée? Pourquoi une critique de votre patron vous suit-elle jusqu'au sommeil? Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est de la biologie. Notre cerveau primitif, le système limbique, ne fait pas la différence entre une menace physique et une menace sociale. Lorsque quelqu'un vous rejette, vous humilie ou vous insulte, votre amygdale déclenche la même réponse que si vous étiez face à un prédateur. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la douleur sociale. Et le scanner IRMF le prouve, la zone qui s'active lors d'une blessure émotionnelle est la même que lors d'une douleur physique réelle. L'anterior cingulate cortex. Naomi Eisenberger, chercheuse à l'UCLA, a mené une expérience en 2003 qui est devenue célèbre. Des participants jouaient à un jeu de balle virtuel avec d'autres joueurs qui, soudainement, cessaient de leur passer la balle. Une exclusion sociale simulée. Résultat, les zones de la douleur physique s'activaient dans leur cerveau. Être ignoré faisait littéralement mal. Voilà l'ennemi, pas les autres personnes, pas les mots. Mais ce mécanisme archaïque qui confond exclusion sociale et danger de mort. Les stoïciens, eux, avaient compris qu'il était possible de reprogrammer cette réponse. Pas en niant la réalité, en changeant le cadre de référence. Il y a une croyance profondément ancrée en chacun de nous, que ce que les autres pensent de nous dit quelque chose de vrai sur notre valeur. C'est l'une des illusions les plus coûteuses de l'existence. Quand quelqu'un vous dit « tu es nul », quelque chose en vous cherche immédiatement à savoir si c'est vrai. Vous passez en revue vos actes. Vous cherchez des preuves. Vous vous mettez en position de jury dans votre propre procès et vous avez laissé l'autre choisir le chef d'accusation. Épictète, esclave affranchi, philosophe stoïcien, l'un des esprits les plus libres de l'Antiquité, résumait tout cela en une phrase que le monde entier connaît, mais que presque personne n'applique réellement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont des choses. Il ne parlait pas de positiver. Il parlait de localisation de la réalité. La chose, l'insulte, l'échec, le rejet, est un événement neutre dans l'univers physique. C'est votre jugement sur cet événement qui crée la souffrance. Et ce jugement, lui, vous appartient entièrement. La dichotomie du contrôle. Le concept fondateur de toute la philosophie stoïcienne, celui autour duquel tout le reste gravite, c'est ce qu'Épictète appelle la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos désirs, nos intentions, nos réponses intérieures. Ce qui ne dépend pas de nous, les opinions des autres, leurs comportements, les événements extérieurs, notre réputation, notre corps, nos possessions. Relisez cette liste. Votre réputation ne dépend pas de vous. Votre réputation, c'est ce que les autres pensent de vous. Et vous n'avez aucun contrôle réel là-dessus. Vous pouvez influencer leur perception. Vous ne pouvez pas la contrôler. C'est là que se situe le glissement fatal que font la plupart des gens. Ils investissent leur énergie émotionnelle dans la colonne de droite, les choses hors de leur contrôle, et délestent la colonne de gauche. Le stoïcisme dit « inversez cela ». Marc Aurèle, empereur de Rome et stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour soi-même, un journal privé qu'il n'a jamais voulu publier. Si quelqu'un te blesse, ce n'est que dans sa pensée que la blessure existe. Elle n'a aucune réalité extérieure. Ce n'est pas de la poésie. C'est une instruction neuropsychologique formulée avec 2000 ans d'avance. La deuxième doctrine stoïcienne essentielle va encore plus loin. Elle ne se contente pas de dire « accepte ce qui arrive ». Elle dit « aime-le ». En latin, amor fati, l'amour du destin. Nietzsche a repris ce concept, mais il vient des stoïciens. L'idée est radicale. Chaque échec, chaque insulte, chaque rejet contient une information précieuse. Il est là pour quelque chose, non pas dans un sens mystique, mais dans un sens pratique.
La résistance que la réalité vous oppose est précisément là où votre croissance se trouve. Ryan Holiday, dans son livre « L'obstacle est le chemin », qui a été offert à des équipes de la NFL, aux Marines américains et aux équipes de Tim Ferriss, reformule cela en termes modernes. L'obstacle n'est seul pas sur le chemin, l'obstacle est le chemin. L'invulnérabilité émotionnelle stoïcienne ne consiste pas à ne rien ressentir. Elle consiste à ne pas résister à ce qui est. Et paradoxalement, c'est cette non-résistance qui enlève tout pouvoir à l'insulte ou à l'échec. En 2004, Richard Davidson, neuroscientifique à l'université du Wisconsin-Madison, a fait passer des électrodes sur le crâne de moines bouddhistes ayant pratiqué la méditation pendant plus de 10 000 heures. Ce qu'il a trouvé a changé la neurologie. Ces cerveaux avaient développé une activité nettement supérieure dans le cortex préfrontal gauche, la zone associée aux émotions positives, à la régulation émotionnelle et à la résilience. Et surtout, leur amygdale, ce détecteur d'alarme primitif, répondait aux stimuli négatifs avec beaucoup moins d'intensité et revenait à l'équilibre beaucoup plus vite. Ce qu'on appelle aujourd'hui neuroplasticité confirme ce que les stoïciens pratiquaient empiriquement. Le cerveau peut littéralement se reconfigurer. Les connexions synaptiques changent avec la pratique répétée. Ce que vous répétez mentalement devient votre architecture cérébrale. En termes stoïciens, chaque fois que vous choisissez de ne pas laisser une insulte vous atteindre, chaque fois que vous appliquez la dichotomie du contrôle, vous renforcez le circuit neuronal de la régulation émotionnelle. Vous construisez, synapse par synapse, votre invulnérabilité. Les stoïciens utilisaient une technique de visualisation que Marc Aurèle décrit dans Les Pensées. Imaginez sa propre vie vue depuis les hauteurs, depuis une perspective cosmique. Voir ses problèmes, ses humiliations, ses peurs comme de minuscules événements dans un univers immense. Les psychologues contemporains appellent cela distanciation cognitive ou décentrage. Des études menées par Ethan Kross à l'Université du Michigan montrent que cette technique réduit significativement la rumination et l'intensité émotionnelle des événements négatifs. Parler de soi à la troisième personne, comment est-ce que Marc réagit à cette insulte, plutôt que « comment je réagis à cette insulte », crée une distance psychologique protectrice. C'est exactement ce que pratiquait Épictète. Pas de répression, pas d'évitement, un changement de point d'observation. Et ce changement change tout. Voici maintenant ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. 3 exercices issus directement de la pratique stoïcienne, validés par la psychologie moderne. Premier exercice, la préméditation du mal. Chaque matin, prenez 5 minutes pour anticiper les obstacles, les critiques, les déceptions possibles de la journée. Non pour vous angoisser, mais pour vous préparer. Les stoïciens appelaient cela préméditatio malorum. La recherche en psychologie montre que l'anticipation sereine des difficultés réduit l'impact émotionnel lorsqu'elles surviennent réellement, un phénomène appelé immunisation émotionnelle. Deuxième exercice, l'examen du soir. Sénèque le pratiquait chaque soir. 3 questions simples. Qu'est-ce qui m'a troublé aujourd'hui? Était-ce dans ma zone de contrôle? Qu'aurais-je pu faire différemment? Pas pour vous culpabiliser, pour construire la lucidité. Troisième exercice, le journal stoïcien. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de l'empire le plus puissant du monde, écrivait chaque jour pour se rappeler sa propre philosophie. Pas pour les autres, pour lui-même. Écrire ce que vous ressentez, identifier le jugement derrière l'émotion et reformuler calmement. Ce processus active le cortex préfrontal et inhibe l'amygdale. C'est de la neurologie appliquée. La réponse à l'insulte, le protocole stoïcien. Que faire concrètement quand quelqu'un vous insulte ou vous humilie? Les stoïciens avaient un protocole. En voici la version modernisée. Première étape, la pause. Avant de réagir, prenez 3 secondes. Ce simple délai permet à votre cortex préfrontal de reprendre le contrôle sur l'amygdale. C'est la fenêtre entre le stimulus et la réponse, ce que Viktor Frankl appelait l'espace de la liberté humaine. Et dessus, il se souligne humaine. Deuxième étape, la question de la source. Demandez-vous, cette personne est-elle quelqu'un dont le jugement mérite mon respect dans ce domaine précis? Si quelqu'un que vous n'estimez pas vous dit que vous êtes incompétent, pourquoi sa parole aurait-elle plus de valeur que celle d'un inconnu dans la rue? Troisième étape, la recherche de la vérité. Si la critique contient une vérité partielle, extraire cette vérité et l'utiliser. Si elle n'en contient aucune, elle ne vous appartient pas. Comme disait Épictète,
Si quelqu'un te dit du mal de toi et que c'est vrai, corrige-toi. Si c'est faux, ris-en. Cette approche n'est pas de la passivité, c'est de la puissance. La différence entre une personne qui réagit et une personne qui répond, c'est exactement cela. Avant de continuer, j'ai une question pour vous. Parmi les 3 exercices que je viens de vous présenter, la préméditation du mal, l'examen du soir et le journal stoïcien, lequel allez-vous commencer dès cette semaine? Écrivez-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous, parce que l'acte d'écrire un engagement le rend 3 fois plus probable d'être tenu, selon une étude de la Dominican University of California. Alors dites-moi, et ça, moi, c'est lequel? Les stoïciens et les épicuriens s'accordaient sur un seul concept, malgré leur désaccord sur tout le reste, ataraxia. En grec, l'absence de trouble, la tranquillité de l'âme. Ce n'est pas un état mystique réservé aux sages, c'est un état pratique, atteignable, qui se construit par l'entraînement. Sénèque écrivait « Ita fas, mi Lucili, vindica, te tibi ». Faciola, mon cher Lucilius, revendique-toi à toi-même. C'est-à-dire, reprends possession de ta propre intériorité. Ne la laisse pas à la merci des événements et des autres. L'ataraxie n'est pas l'absence d'émotions, c'est la présence d'une intériorité stable depuis laquelle les émotions passent comme des nuages, passent dans un ciel. Le ciel ne devient pas nuage, il reste ciel. Et c'est cette stabilité, ce socle indestructible, qui rend les insultes et les échecs extérieurs littéralement sans prise. La recherche en psychologie positive, notamment les travaux de Martin Seligman sur la résilience apprise, confirme que cet état est accessible. Il ne requiert pas des années de monastère, il requiert de la pratique délibérée, de la régularité et un cadre conceptuel clair. Vous avez maintenant ce cadre. Voici ce que nous avons traversé ensemble. Le cerveau humain est câblé pour souffrir des blessures sociales aussi intensément que des blessures physiques. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Les stoïciens ont développé, il y a 2000 ans, un système précis pour court-circuiter cette réponse automatique, en distinguant ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. La neuroscience moderne valide ces pratiques. La méditation, la journalisation réflexive, la distanciation cognitive modifient littéralement l'architecture de votre cerveau et réduisent la réactivité émotionnelle. Ce n'est pas de la sagesse abstraite, c'est de l'ingénierie mentale. Et l'état d'ataraxie, cette tranquillité indestructible que décrivent Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, n'est pas une destination, c'est une direction. Et chaque jour où vous choisissez à votre réponse plutôt que votre réaction, vous vous en rapprochez. Merci d'avoir été là. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous, parce que chaque semaine, l'Atelier du Calme vous propose exactement ce genre d'exploration. De la philosophie, de la psychologie, au service d'une vie plus calme et plus libre. À très bientôt.